Bonsoir Jean-Noël Oringo. Ma première question, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Est-ce que ça se prononce Oringo ou Orang, comme un orang-outan? Bonsoir Frédéric, ça se prononce Orango ou Oringo, ça dépend en fait. Dans le sud on dit Oringo, Ah oui. et dans le nord on dit Orango. Donc, on peut dire les deux. Ici, on est plutôt dans le nord, on est chez La Pérouse à Paris. Donc on peut dire Orango. Donc vous êtes Jean-Noël Orango. Si vous Très voulez. Bien. Très bien. Donc pendant 1 heure, nous allons parler de toute votre œuvre, et en particulier du dernier roman, Vous êtes l'amour malheureux du Führer, chez Grasset, qui est un roman sur Albert Speer, l'architecte d'Hitler. Mais c'est un roman écrit comme un grand roman d'amour. Et les premiers chapitres, coup de foudre. Deuxième partie, lune de miel. Oui, j'ai divisé ça effectivement comme une passion amoureuse parce que c'est ce qui ressort des témoignages. J'ai rien inventé comme le titre, qui est une citation. Oui. Tous les témoins ont remarqué qu'Hitler se comportait différemment avec Albert Speer et qu'Albert Speer lui-même a eu une passion pour Adolf Hitler. Enfin, comme toute l'Allemagne, ils étaient tous Absolument. en extase devant Hitler. Oui. Absolument. La différence, c'est qu'effectivement, là, c'est réciproque, c'est-à-dire que Hitler choisit vraiment Albert Speer. Il en fait un confident, il en fait le témoin des nuits de la chancellerie, les nuits de Berchtesgaden. Il est architecte, Albert Speer, il est jeune, en 1933 quand ils se rencontrent vraiment. Et il y a une relation en miroir qui se crée, en fait. Et c'est un peu comme Jules de Michel-Ange, sauf que là, c'est le dernier couple de la culture européenne de ce niveau-là. Sauf que là, tyran et l'artiste, un peu. Le tyran et l'artiste, sauf que là, effectivement, c'est Hitler et Speer, donc il y a quelque chose d'assez symbolique. D'ailleurs, précisons, Hitler, c'est un peintre raté. Absolument. C'est pour ça qu'il aimait parler de l'histoire de l'art et de parler d'art avec cet ami. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, tout le livre est construit, la première partie notamment autour de ses mémoires, et c'est Speer qui rapporte tous ces propos de Hitler, tous ces propos qu'on connaît, qu'on a répétés, c'est venu du témoignage de Speer. La question, après avoir écrit ce livre, c'est est-ce que c'était vrai tout ça? Est-ce qu'il disait réellement ça? C'est ça en fait. Le doute est permis vraiment. Par exemple, Hitler lui en veut d'être marié. Oui. Il y a quelque chose... Alors c'est de l'amitié, mais c'est peut-être aussi un amour refoulé, un désir homo refoulé. Oui, alors ça, et encore une fois, c'est Speer qui le rapporte. Tout ça, c'est vraiment... et il y a quelque chose d'assez invraisemblable, parce qu'il était certainement au courant qu'il était marié. Enfin, c'était certain. Oui. Parce qu'il avait il y avait des fiches sur tout le monde. Il y avait des fiches sur tout le monde. Les SS avaient un service spécialisé sur toutes les personnes approchant Hitler et sur eux-mêmes, sur les différents dignitaires nazis. Donc, ils savaient qu'il était marié. Donc, cette scène rapportée par Speer a quelque chose de troublant, parce que, là encore, est-ce qu'elle est vraie et est-ce qu'elle ne témoigne pas aussi de l'amour de Speer pour Hitler? Cette volonté d'être son favori, son favori à tous les niveaux. Il n'y avait rien de sexuel entre eux, mais il y a effectivement un psychiatre ou un psychanalyste qui a rapporté, qui avait fait un article là-dessus sur Speer et Hitler, disant que c'était une relation homoérotique. On a rapporté cette expression à Speer qui a acquiescé, qui a dit certainement. C'était le moins moche de tout l'entourage. Il est quand même nettement plus beau physiquement que Göring, Goebbels et les autres. Absolument, il appartient à la belle bourgeoisie, cultivé, père architecte, grand-père architecte, quelqu'un de mesuré en principe, une éducation libérale on peut dire, et donc il détonne dans cet environnement, il détonne au procès de Nuremberg, et c'est ce qui va frapper non seulement les jurés, mais aussi ce personnage pour moi important qui est Gita Sereni, qui est l'historienne et journaliste. Il a rencontré à la fin de sa vie, mais on va faire les choses plutôt dans l'ordre chronologique, si vous voulez bien. Donc en gros, quand Hitler prend le pouvoir, c'est là que Speer le rencontre, et qu'il a l'idée de mettre les projecteurs anti-aériens, les énormes projecteurs, vers le ciel pour faire une cathédrale de lumière au congrès de 1933 de Nuremberg. Exactement. Et c'est une idée de décorateur de génie. Oui, c'est vraiment c'est le mélange. L'esplanade était en donc on est à Nuremberg, c'est une esplanade en pierre, avec des gradins en pierre, tout est très minéral, mais c'est comme une architecture socle en fait. C'est ça qui est particulier, ça supporte les soldats, les fonctionnaires du parti, les foules en fait. Donc c'est comme des socles, et il a l'idée d'inclure la nuit en fait. Alors l'idée à la base vient du fait que
tous ces fonctionnaires sont assez grassouillets, ils sont pas très beaux, ça ne correspond pas à l'image de l'Arien tel que voulait le... Et donc il suggère à Hitler véritablement d'axer ses discours la nuit et de mettre donc ces projecteurs. Donc des centaines de projecteurs. Voilà, il y en a 130 projecteurs anti-aériens. Vers le ciel. Voilà. Et des bannières, des drapeaux de 30 mètres de haut. Exactement. Avec le drapeau et la croix gammée. Encore une fois, en fait, dans notre inconscient collectif, toute cette imagerie nazie, c'est lui qui l'a forgée, en fait. Tout ce qui est rentré dans ces clichés, mais en fait, ça vient de lui. Donc c'est quand même d'une force incroyable. C'est-à-dire que Speer a été le propagandiste visuel. Absolument. Qui a vendu le design du nazisme à toute l'Allemagne et qui a galvanisé un peuple, en fait. Exactement, à l'Allemagne. Enfin, avec la réalisatrice Leni Riefenstahl, quand même, qui a aussi mis en scène... Absolument, la mise en scène. C'est comme une mise en abîme, c'est pour ça que c'est perçu comme quelque chose d'avant-garde à l'époque, c'est-à-dire qu'ils sont récompensés. Hein. C'est très difficile aujourd'hui de comprendre pourquoi des gens ont pu aimer ce régime et puis même Hitler, mais il y a vraiment une coupure. L'ampleur des crimes rend impossible d'expliquer cette attraction, ne serait-ce que des femmes allemandes, voilà, Gertrude Stein qui veut donner le prix Nobel à Hitler, je crois que c'était suite aux accords de Munich, enfin des choses invraisemblables pour nous. Mais parce que ça n'avait jamais existé, cette mise en scène-là. Jamais. Ce spectacle-là, le cinéma venait d'être inventé, la radio aussi, et tout d'un coup, on a en fait un très grand publicitaire qui est Albert Speer. Exactement, et vous utilisez... Et Goebbels aussi. Et Goebbels. Mais Goebbels s'inspire aussi, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que Speer a vraiment inspiré, d'ailleurs Goebbels était très jaloux, ils étaient tous jaloux. Goebbels était jaloux de Speer. Mais effectivement, avec ses lumières, il va enchanter la presse internationale, il va la stupéfier, ça va être quelque chose de vraiment très fort. Graphique, oui, avec tous les hommes en uniforme, en rang, etc. C'est assez... Cathédrale de glace, comme vous disiez. Oui, ce délire total qui fait en fait peut-être le danger de cette idéologie, bien sûr. C'est la première fois. Je pense que en fait, ils sont inspirés de plein de choses, de l'Antiquité, etc. Mais c'est vraiment l'esthétisation au sens le plus trivial du terme de la politique et la politisation de l'esthétique poussée à un point jamais vu. C'est-à-dire que même les soviétiques ne rivalisent pas avec ça. Non, et d'ailleurs Staline était très jaloux aussi. Absolument. Très envieux de ce talent de Speer. Alors Hitler et Speer ne parlent que d'art. Ils ne parlent jamais de politique, presque pas de la guerre. Et pendant longtemps, c'est la thèse en tout cas très, très provocatrice et stimulante de votre livre. Mais le nazisme serait, selon ses principaux responsables, une œuvre d'art. Oui, c'est comme ça que le présente Speer, et c'est vrai que c'est assez brillant comme présentation. C'est-à-dire, lui, il se met au niveau des femmes. Hitler aimait les belles femmes, il n'était pas du tout coureur ou quoi que ce soit, c'était un monogame, mais il aimait les belles femmes comme décorum, et il mettait les artistes au même rang que les femmes. C'est-à-dire, on ne parle pas de politique. Et Speer se met dans ce cadre-là. Il dit dans ses mémoires qu'il ne parle pas de politique avec Hitler, qu'il ne parle pas d'antisémitisme, qu'il est même gêné par les diatribes antisémites d'Hitler quand elles arrivent, et donc il ne parlerait que d'art, que de monuments, que de peinture et d'architecture, parce qu'Hitler se voulait aussi architecte. Oui, et c'est assez frappant. Alors moi, je ne savais pas qu'Hitler était un octambule. Ils passent leur temps à regarder des films dans sa salle de cinéma jusqu'à 4 heures du matin. C'est un vrai octambule. Hitler ne se réveille jamais avant midi. En fait, il ne travaille pas beaucoup, Adolphe. Alors, il s'est documenté, effectivement, plus ça va, moins il travaille, en fait. Et donc, il travaille au tout début de son règne. Mais effectivement, c'est un pur noctambule. C'est quelqu'un qui aime vivre la nuit, qui aime regarder des films, qui aime converser jusqu'au matin parfois. Il épuise son entourage avec ça. Speer dit que son propre travail en souffre, parce que du coup, il faut se lever un peu tôt malgré tout pour lui travailler. Il faut construire la chancellerie. Voilà, il faut imaginer le nouveau Berlin. Il faut, il y a énormément de projets en cours. Et donc, avec un Führer paresseux, qu'est-ce que ça aurait été s'il avait été travailleur? Mon Dieu. Donc, alors, ils ont ensemble un projet délirant qui est la ville de Germania, la capitale du Troisième Reich et du monde, puisque dans leur raisonnement, ils vont gagner la guerre. Et Germania sera terminée en 1950, dans leur rêve. Et c'est vraiment le délire qui les unissait. Il y a des projets qu'on a retrouvés, qui existent, et vous en parlez très bien. Il y a le palais du Führer, un arc de triomphe beaucoup plus grand que celui des Champs-Élysées, un grand dôme
qui ferait 16 fois la taille de Saint-Pierre de Rome, où on pourrait accueillir 150 000 personnes. Et ils ont, dans ce délire, finalement, bon, Speer n'a construit que le stade olympique et la chancellerie du Führer, à Berlin, qui a été terminée en 38. 39. 39 et détruite en 45. Et détruite en 45. Mais là encore, il y avait un hall qui faisait 2 fois la longueur de la galerie des glaces de Versailles. Tout ça était... Oui, la taille compte pour eux. En fait, vraiment, la taille compte. Et c'est même enfantin, enfin c'est presque puéril complètement. Oui, c'est enfantin là pour le coup. C'est vraiment à la différence du congrès Nuremberg qui certes est marqué par le gigantisme, mais où on peut voir quand même... un vrai talent de mise en scène. Là, on est dans quelque chose, dans une surenchère permanente, c'est-à-dire qu'Hitler imagine d'abord une avenue d'apparat, ce qu'il appelle. Donc, c'est pas le ring de Vienne, mais c'est vraiment une ligne droite, mais c'est inspiré quand même du ring de Vienne. Ouais. Alors, c'est pas forcément néoclassique, c'est assez néo-baroque dans son idée. Il était en fait très fin de siècle, Adolf Hitler. Et donc, Speer, lui, va hériter de ce projet, mais il va rajouter encore quelque chose. Il va dire, en fait, il faut modifier tout Berlin. Donc ce mélange à la fois une ambition architecturale évidemment démesurée, mais aussi quelque chose de politique en fait, c'est-à-dire d'autant plus de pouvoir. Il va créer une nouvelle capitale. Donc l'idée vient de Speer de modifier tout l'environnement autour de cette avenue d'apparat parce qu'il faut recréer un urbanisme. Et donc effectivement, c'est une surenchère il y a le fameux dôme du peuple dont vous venez de parler. Il y a cet arc de triomphe et à chaque fois c'est basé sur des monuments existants, mais il faut les dépasser par la taille. Il impose des cadences de travail jour et nuit aux ouvriers, bien sûr. On est déjà dans quelque chose qui va le rendre criminel plus tard. Voilà. C'est-à-dire que, alors même si en fait ça a duré 9 mois, mais les plans étaient prêts depuis longtemps, ils avaient déjà commencé, mais effectivement, il fait en sorte que la chancellerie soit finie dans les temps. Il y a ce mythe mais qui n'est pas qu'un mythe. Il a vraiment réalisé les choses assez rapidement. Dans un environnement où en fait Hitler donnait des ordres et laissait à chacun de ses subalternes le soin de les réaliser, ce qui crée des rivalités et notamment des problèmes de programme. Lui, par sa position de favori, bénéficie d'une certaine, on appellerait ça de la transversalité aujourd'hui, traverse un peu tous ces pouvoirs et il parvient à réaliser un certain nombre de choses, notamment cette chancellerie en un temps record qui n'existe plus et qui était une expérience néo-baroque apparemment. C'est délirant. D'ailleurs, quand on lit votre livre, on est constamment partagé entre le dégoût et la fascination et un peu... On n'arrive pas à croire. On a l'impression que c'est la guerre des étoiles, en fait, que c'est Dark Vador et oui, bien sûr. L'empereur, Dark Vador et les Stormtroopers. C'est inspiré d'ailleurs. Oui, bien sûr, inspiré c'est inspiré de Lucas, pardon. Oui, ça inspire des nazis, bien sûr. C'est complètement. Je confonds, mais cette galerie qui fait 145 mètres de long en marbre, elle a existé et elle servait à humilier les diplomates qui rendaient visite à Hitler, parce que son bureau est tout au bout et ils doivent marcher très longtemps sur un sol glissant. Et en étant très très impressionné par la hauteur et le marbre et tout ça. C'est exactement comme dans Le Dictateur de Chaplin. C'est ça. Mais en fait, ça, c'est les impressions d'après-guerre. Mais je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le teaser. C'est que, en fait, c'est très difficile de reconnaître un talent après coup à cet homme-là. Il n'empêche que dans les rares témoignages qu'on a à l'époque, cette idée d'humiliation n'apparaissait pas. C'était vraiment, ils étaient subjugués par le luxe des lieux. En fait, ce qui se passe, et c'est perceptible dans ses mémoires, et c'est un peu le début du livre. Moi, quand je l'écrivais au début, ça commence comme une opérette étrange c'est bizarre et entre ces deux hommes. Et il y a un côté Dolce Vita en enfer, en fait. Et donc, voilà. Donc, il y a cette chancellerie était véritablement pour les visiteurs une expérience variant les ambiances, mais marquée surtout par un luxe et une ornementation à une époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, où l'ornementation n'existe plus. Là on est chez La Pérouse, il y a des ça date choses de 300 ans. Bien sûr, mais eux sont très inspirés encore par cette idée d'ornementation, jusqu'au délire. Bon, alors là, tout ça, c'est avant la guerre. Et puis ensuite, il y a la guerre et Albert Speer va changer de responsabilité, va devenir ministre de l'Armement à partir de 1942. Et là, c'est
déjà beaucoup moins folklorique, et ça devient l'exploitation de milliers d'esclaves pour fabriquer des V2 dans des usines épouvantables qui sont des camps en fait de concentration. Et alors, l'extraordinaire entourloupe de Speer, c'est ce que vous racontez très bien au procès de Nuremberg après la guerre. Il a cette phrase que je vais vous laisser citer qui arrange tout le monde. Oui, et le sens de la chronologie de l'argumentation est importante, je pense. Il dit « Je ne savais pas pour l'extermination des Juifs d'Europe, pour la solution finale, mais peu importe, je suis coupable à titre collectif en tant que dirigeant d'un régime génocidaire. » Et effectivement, le fait de dire que son innocence, en tout cas directe, et s'efface devant sa culpabilité collective, va quelque part peut-être séduire ses juges. En tout cas, il bénéficie d'une certaine clémence. Il est condamné à 20 ans de prison, qu'il va faire à Spandau, tandis que son subalterne est condamné à mort, lui, à Nuremberg. Oui, mais presque tous presque soit tous, suicidés, soit pendus. Voilà, il y en a 7 qui ont survécu, mais en tout cas, lui échappe à ça, alors que sous ses ordres directs, il y avait des Juifs esclaves qui travaillaient pour faire absolument, les V2. C'est ce qu'on appelle l'extermination par le travail, en fait, et ça a été le complice de Himmler. Moi, une des choses les pires que je rapporte dans le livre que j'ai pu lire, c'est ce discours de Himmler à Poznan en 1943, où il révèle au parti nazi, il rend public, disons, la solution finale, et il remercie Speer. C'est le seul, en tout cas, je crois, qu'il remercie. Et donc là, évidemment, sa culpabilité était... il savait tout. Et effectivement, c'est la preuve qu'il savait tout. Il savait, et quelque part, il y a participé par le travail forcé. En fait, il est partisan de la guerre. Dès 1939, il est partisan de la guerre. Il met au service de l'industrie de guerre ses équipes d'architectes. Et début 1942, Hitler le nomme à la surprise générale ministre de l'armement et de l'industrie de guerre. Et on estime qu'à ce titre-là, la guerre va durer 1 an de plus. Parce qu'effectivement, il réussit là où les autres avaient échoué. Il faut savoir que les Allemands n'étaient pas en régime de guerre totale. Lui, il va être le partisan de la guerre totale. Mais est-ce que c'est pas aussi justement pour réaliser ce rêve complètement fou de construire la capitale Germania, qu'il fallait une guerre? Il voulait qu'il y ait une guerre pour pouvoir construire sa capitale, son joujou en quelque sorte. Exactement. La relation de miroir fait que Hitler réalise ses aspirations d'architecte avec Speer, mais Speer réalise sa soif de pouvoir. En fait, il se découvre une soif de pouvoir dans cet environnement nazi, et donc effectivement, il est l'un des à ce niveau-là, partisans de la guerre, et effectivement, pour réaliser, en se disant je vais pouvoir réaliser les plus grands monuments, et ensuite voyant que la guerre dure, et constatant qu'il est un peu mis sur la touche par rapport aux militaires et à d'autres, notamment Himmler, effectivement il va pousser pour participer à cette guerre directement, c'est ce qui va le conduire au titre de ministre, effectivement. Mais alors c'est vrai que là, du coup, cette phrase qu'il prononce à Nuremberg au tribunal, je ne suis pas coupable personnellement, mais nous sommes coupables collectivement. Ça arrange aussi toute l'Allemagne. Oui, ça arrange l'Allemagne parce qu'en plus il dit que le peuple allemand n'est pas coupable, n'est pas véritablement coupable. C'est eux, en tant que dirigeants, qui ont mené le peuple allemand à tous ces crimes. Et donc il va avoir... Après... Même ça arrange même les alliés, les vainqueurs de la guerre, parce qu'on ne va pas exécuter tout un peuple. Ah, bien sûr. Donc ça, finalement, en une phrase... lui-même sauve sa tête et il sauve beaucoup de coupables. C'est une sorte d'axiome de la culpabilité allemande qui va plaire notamment à la jeunesse, plus tard, dans les années 60. Quand il sort de prison, c'est une véritable star. Il devient une star, moi je l'appelle la star. Alors donc Albert Speer a fait 20 ans de prison, de 46 à 66. Là, quand il sort, il publie ses mémoires au cœur du Troisième Reich. Il a été à la prison de Spandau avec d'autres. Il y avait qui? Rudolf Hess, il y avait Dönitz, il y avait Baldur von Scherer, avec qui il sort en 66, qui était le chef des jeunesses hitlériennes. Et donc, il publie au cœur du Troisième Reich, qui vous a beaucoup inspiré pour écrire votre livre, et qui est un énorme succès partout dans le monde. Il devient une star jusqu'à sa mort en 1981, sans être inquiété d'aucune façon, à part les 20 ans de détention. Voilà, c'est ça. Il a une aventure éditoriale extraordinaire. Ses mémoires sont traduites dans le monde entier. C'est curieux qu'il n'y ait pas eu d'autres enquêtes. Avec le temps, évidemment, avec le recul aujourd'hui, on sait qu'il était
présent à Poznan. Il n'y a personne, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un enquêteur israélien qui a pu dire mais écoutez, il savait tout. Là, on rentre vraiment dans le mystère. Ouais. Dans ça, c'est nous qui fabriquons Speer. Parce qu'en fait, il publie ses mémoires en 69 et dès 71, il y a un historien américain qui s'appelle Goldhagen qui révèle que le discours dont j'ai parlé tout à l'heure, là, de Poznan, 43, de Himmler, dans lequel Speer est remercié. Et évidemment, là, Speer se dit c'est fini. C'est fini, et son but, c'est de prouver qu'il n'était pas là, ce qui est assez bizarre en soi, parce que qu'il soit là ou pas, c'est surtout le fait qu'il soit remercié. Qu'il soit mentionné, qui me semble étrange. Mais ce qu'il faut dire, et c'est là on rentre dans quelque chose de très fort humainement, c'est qu'il est devenu ami avec un rabbin, le rabbin Raphaël Geiss, dès 69 en fait, qui lui dit « Je ne vous comprends pas, mais je pense que vous êtes honnête et je vous accorde le pardon. » Donc il écrit en 71, après les révélations de Goldhagen à Raphaël Geiss, en lui disant « C'est fini pour moi, c'est foutu », donc avec une sorte de complicité en plus. Et Raphaël Geiss lui dit « Mais soyez en paix, arrêtez de penser à tout ça, etc. » Lui-même est en train de mourir. Et en 74, Simon Wiesenthal, donc 3 ans après la révélation des faits, Simon Wiesenthal, chasseur de nazis, ancien déporté, quelqu'un qui est quand même radical, lui écrit en lui posant la question « Quand avez-vous appris pour la solution ?» Et il maintient son argumentation 1945. Et Simon Wiesenthal dit « Ça me va. Ça me va. » Moi, c'est ce qui a déclenché aussi l'écriture de ce livre. Il aurait été simplement cet architecte, ce ministre, un nazi de plus, ça ne m'intéressait pas. C'est ce qu'il a fait de sa vie après-guerre, et c'est l'amitié que ces personnalités juives ont entretenue avec lui. Là, on rentre dans quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre de la fiction, du trouble, du mystère. Mais la fiction, c'est son livre. Son livre, c'est un livre de romancier. Il a écrit le roman de lui-même, et pour moi, c'est une manière de donner des repères, mais l'autofiction la plus radicale, en fait, que j'ai lue. Alors, je vais vous demander juste de lire... Alors, attendez, il faut que je mette mes lunettes. Ah oui, pardon. Bon, ça, c'est plus... On revient un peu à la période avant la guerre, disons. Là, on est en hiver 39. C'est quand même déjà la guerre, hein, mais c'est pour montrer cette espèce de complicité entre noctambules paresseux qui regardent des films toute la nuit et s'amusent à faire des blagues horribles à leurs proches. Donc ça, c'est un passage dans le cercle des intimes, ce qu'on appelait le cercle des intimes, et ils aimaient faire ce qu'ils appelaient des blagues autour de l'ironie de l'histoire, ou des choses comme ça. Ils aimaient tourmenter aussi les gens, voilà. Alors, une autre fois, le cobaye, le con du dîner, c'est l'intendant de sa maison. Il n'a rien fait de mal, il est dévoué, un brave type. On est en hiver 1939, ça pourrait être en 1933, sauf que non, c'est la guerre et elle offre de superbes occasions d'élaborer des farces dans les moindres détails, identiques au plan de bataille. Entre 2 portes, le guide l'informe qu'il est mobilisé pour rejoindre une compagnie de lance-brouillard. C'est la formulation pour lance-flamme. L'intendant n'est plus tout jeune, il est horrifié. Durant des jours, il cherche comment aborder le sujet avec le guide, et le guide jouit de cette situation qui fera bien rire son cercle, il en est certain. Il jouit des malheureuses manœuvres de l'intendant pour l'approcher, lui dire un mot. Après quelque temps, il se décide, et la réponse du guide est simple. Hélas, aucune dérogation n'est possible. L'époque du système est terminée. L'ignoble époque de la République de Weimar est finie. On ne se planquera plus jamais aux frais de la princesse. L'intendant est à bout, l'intendant est désespéré. Il émet un dernier argument. Il sera plus utile au guide, donc au Reich, en restant près de lui, car il connaît tous ses goûts et ses dégoûts, que dans une compagnie de lance-brouillard. Le guide éclate de rire. Le guide a gagné sa farce comme il gagne en Pologne. Il lui révèle que c'est une farce. On rit, l'architecte rit, Goebbels, tous les autres rient en écoutant le guide. Au fur et à mesure que la guerre avancera, les farces disparaîtront et les rires aussi. Pardon, j'ai mal lu. Non, c'est juste pour montrer un peu comment vous écrivez un roman où vous choisissez des épisodes complètement surréalistes, quoi. Et c'est presque comme de la science-fiction, en fait. Quand on vous lit, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on connaît toute cette histoire quasiment par cœur. Et pour la première fois, là, on est comme par le petit trou de la serrure, en train de voir une bande de dingues qui vont
dévasté la planète. Oui, je crois que c'est toute cette accumulation de détails en fait que j'ai pu glaner. Alors il se trouve que j'ai lu ces mémoires il y a très longtemps, hein. J'avais 20 ans la première fois, puis c'est resté, j'y revenais, ça me troublait, je savais que je voulais en faire quelque chose, j'échouais à en faire quelque chose. Mais donc du coup, les détails se sont accumulés et puis surtout, ça s'est intériorisé. Donc c'est pas simplement le fait documentaire en fait. C'est une remise en scène de ce qui est dit par Speer, parce que ça, ce sont des anecdotes rapportées soit par Speer, soit par d'autres. Et effectivement, ça donne un peu ce climat, cette dolce vita en enfer dont je parlais tout à l'heure. Alors, vous avez écrit de nombreux autres livres. On vous a décerné le prix de Flore pour La Fleur du Capital en 2015, c'était 750 pages sur Pattaya, le tourisme sexuel en Thaïlande, 2 ans avant MeToo. Est-ce que je cherchais s'il y avait un lien entre quelqu'un qui écrit sur les prostituées thaïlandaises et qui tout d'un coup écrit sur une bande de nazis qui vont ruiner le monde. Et en fait, il y a un lien. C'est un livre que vous avez publié en 2019, Les Jungles Rouges. Et le lien, c'est Pol Pot. C'est-à-dire qu'au fond, oui, c'est aussi les pays d'Extrême-Orient, c'est des pays aussi qui connaissent la dictature. Absolument. Le lien, c'est ça peut-être. Oui, il y a de ça effectivement, et aussi le fait que, en parlant de Pattaya, quand on arrive dans cette ville, c'est comme une fiction en fait à ciel ouvert. On n'y croit pas, on se dit que c'est pas possible. C'est des choses qu'on a pu lire. On parlait de science-fiction, des villes imaginées, et en fait non, c'est la réalité. Donc en fait moi, ce qui me passionne quelque part, c'est comment la fiction peut fabriquer du réel. Donc comment, là, on était dans quelque chose d'un peu plus rayonnant malgré tout à Pattaya, c'est-à-dire des mensonges pour survivre, comment des jeunes femmes, comme des Scheherazade, tous les soirs inventent des histoires, mais qui sont souvent basées sur la réalité, si vous voulez, autour de leur réelle pauvreté, mais où elles sont en quête d'argent. Comment cette quête d'argent devient une obsession pour elles, et comment des hommes ou des femmes d'ailleurs, il n'y a pas que des hommes, des femmes se ruinent pour ces femmes, ces transsexuels ou ces garçons. Et là, effectivement, c'est comment un homme se réinvente et réinvente sa vie et trompe un certain nombre de personnes par ces pouvoirs de l'art du récit, de l'art de la fiction, en fait. C'est un peu le syndrome de... Là, vous parlez de Speer, oui. Oui, de Speer. Mais c'est un peu... Alors là, c'est le versant véritablement politique et terrible, idéologique. Mais je crois que c'est comment, à travers la fiction et l'autofiction de soi-même, on parvient à survivre et à changer sa vie, en fait. Est-ce que vous écririez le même roman, La Fleur du Capital, en 2024 ? Il y a 2 ans, j'ai fait un roman autour de Gauguin qui s'appelle Femme sur fond blanc. Oui. Et effectivement, l'époque a changé parce que c'est très difficile, en fait. L'époque s'est tellement durcie avec une absence totale de débat, de nuances. Et donc... c'est vraiment une sorte de damier, d'échiquier idéologique. Et donc, je ne pense pas je pourrais faire la même chose aujourd'hui. Moi, je l'ai vu avec ce Gauguin, si vous voulez, transplanté au XXe siècle entre la révolution sexuelle et justement ce qu'on appelle le progressisme. Et c'est vrai que la réception était un peu plus difficile. Oui. Mais voilà, c'est une époque comme ça et il faut comprendre pourquoi. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que vous parlez de choses bien plus graves. Exactement. Vous êtes l'amour malheureux du Führer. Vous parlez. D'ailleurs, il y a une mode entre guillemets. Oui, c'est un mot horrible pour parler du nazisme, mais il y a eu quand même le Goncourt de Vuillard, celui de Littel, Les Bienveillantes, le prix Renaudot d'Olivier Guèze sur le docteur Mengele. Donc, la littérature française a le droit et adore parler du mal. Pourquoi est-ce qu'elle peut le faire quand il s'agit d'un mal ancien et moins quand il s'agit d'un mal contemporain? J'ai pas la réponse. C'est très difficile de trouver une réponse à ça. Je crois qu'il y a une fascination. C'est pas une fascination, c'est un traumatisme tel autour qui reste. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ce livre, ce roman avec Speer et Gita Sereni, on m'a dit encore un livre sur justement les nazis. Et en fait, c'est eux qui n'en finissent pas avec nous. Ils ont anticipé ça. Speer a été le théoricien des ruines. C'est quelque chose de très important. La théorie des ruines pour Speer, c'est de dire tout monument doit être construit en fonction des ruines qu'il produira plus tard. Ça a enchanté
Hitler, oui. qui a fait un décret spécifique pour ça. Et donc il y a l'idée d'anticiper la mort et d'inclure la destruction comme élément de civilisation, ce qui est quelque chose d'assez terrifiant. Oui, de ce point de vue-là, c'est complètement raté, parce qu'il ne reste quasiment aucune ruine du Troisième Reich. Mais lui, après-guerre, en faisant ses écrits, a à nouveau inspiré tous ces... Parce qu'en fait, ça devient une base de données décorative pour tous les artistes. Oui, oui. Et il a inspiré même Goebbels. Goebbels, du coup, en 1945, a dit aux jeunesses hitlériennes, qui donc défendait Berlin, agissez comme si vous étiez filmé, dans 50 ou 100 ans on fera des films sur vous. Donc ils ont vraiment anticipé cet imaginaire horrifique. On se souvient des bourreaux plus que des victimes, et c'est un peu notre malédiction, et c'est pour ça qu'on n'en finira pas avec ça, et qu'il y aura encore des romans là-dessus, d'autant plus que les témoins directs sont en train de disparaître. Les derniers déportés qui ont connu ça vont disparaître. Il ne restera plus que les historiens et que nous, voilà. Et que faire de cette mémoire ? Comment va-t-elle se transformer, en fait ? Et on pourrait théoriser aussi, pour chercher une cohérence dans votre œuvre, que Speer, c'est la prostituée en chef d'Hitler. Oui, c'est vrai qu'il y a... Il est constamment en train d'essayer de le satisfaire. Enfin, ils sont tous en train de mais faire des courbettes, mais... Il se présente véritablement, effectivement, sous un jour où il est obsédé par l'idée d'obtenir de Hitler donc, tout un ensemble de faveurs et par une volonté de le séduire. Ça transparaît là, je pense, malgré lui. Oui. C'est ça qui est assez fort, c'est que autant les scènes sont volontairement construites, autant le ton et parfois les plaintes, et parfois qui sont des plaintes presque pas d'outre-tombe parce qu'il est vivant, mais qui concernent... On voit à quel point ce monde qui s'arrête en 1945 continue, et c'est l'obsession majeure de sa vie, après-guerre. Il ne parle que de ça. Le guide imposait des soirées répétitives aux siens, et Speer va imposer des soirées répétitives à sa famille qui ne veut plus entendre parler de ça. Du coup, il accueille tout le monde, n'importe qui, pour pouvoir à nouveau parler d'Hitler. Est-ce que, à force de travailler sur ces, je sais pas comment les qualifier, ces monstres, vous avez basculé par moments dans la folie? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes devenu dingo, vous êtes mis à parler allemand à l'envers? Oui, le fameux discours de Goebbels à l'envers. Non, disons que ça a été un moment très particulier, c'est vrai. Et je ne veux pas en rajouter là-dessus parce que ça fait un peu folklore, mais c'est vrai qu'on remue quand même des choses particulières. C'est cauchemardesque. Oui, on remue un cauchemar, et donc ce qui m'a véritablement permis d'écrire ce livre, c'est encore une fois la figure de Gita Sereny, qui apparaît dans la seconde partie. Expliquez qui est Gita Sereny. Alors Gita Sereny, c'est pour moi une personnalité fascinante, et je continue à écrire dessus, en fait. Gita Sereny, elle a 17 ans au moment de l'Anschluss en 1938. Elle est autrichienne, elle est juive. Et elle fuit l'Autriche à ce moment-là. Elle se retrouve en France, puis aux États-Unis. Elle revient brièvement assister au congrès Nuremberg, et c'est là où elle voit Speer pour la première fois. Elle ne l'entend pas, elle le voit. Elle est frappée par sa prestance, grand, bel homme, belle bourgeoisie, voilà, elle détonne au milieu de tous ces gens. Et puis elle retourne aux États-Unis, elle devient historienne, journaliste, et elle a une obsession, c'est, on pourrait dire, une tentative d'élucidation, d'enquête sur le mal, M-A-L. Donc elle va véritablement se spécialiser dans les tueurs en série, les enfants tueurs en série, notamment le cas Maribel, qui est une jeune Anglaise de 11 ans qui a tué 2 garçonnets, d'autres encore, et puis les enfants victimes d'abus sexuels, et puis les nazis, notamment le commandant du camp de Treblinka. Elle fait un livre sur lui, et puis Speer la contacte dans les années 70. Elle a lu ses mémoires, elle a trouvé ce qu'il dit vraiment passionnant, troublant. Et c'est Speer ou c'est elle qui lui écrit? C'est Speer qui lui écrit. C'est Speer. En fait, Speer véritablement allait vers les gens, il entretenait, il y a des correspondances comme ça, et donc il va vers elle à propos, et elle a fait un article pour dénoncer un négationniste, et donc commence une amitié épistolaire, et puis elle va le voir. Et pendant 3 semaines, donc, parce qu'elle veut faire un article du coup sur lui, et puis va se développer une amitié assez vertigineuse, à nouveau, là, une sorte de relation en miroir entre l'historienne et son objet d'étude. Et donc, il va y avoir cette ambiguïté. Et elle va être querellée plus tard à sa mort. Elle est morte en 2013. 2013 ou 2011. J'ai un doute là, mais enfin bref. Et donc elle va être querellée sur le fait qu'elle entretenait des amitiés avec ses sujets d'études, notamment Maribel
et Speer notamment. Et donc en fait, elle explore cette ambiguïté des personnes. Hein. Les monstres ne sont pas monstrueux du début à la fin. La banalité du mal, cher. Oui, mais alors elle emploie pas cette formule. Elle dit pas que c'est banal. Que c'est ordinaire ou quoi que ce soit. Elle dit simplement que voilà, un monstre n'est pas monstrueux. Par exemple, on prête aujourd'hui à Hitler une sexualité fantaisiste, un micro-pénis, tout ce qu'on veut. On n'a absolument aucune preuve. En fait, les témoignages disent, des femmes notamment, disaient que c'était un homme assez charmant. Et pas du tout, voilà. Et donc elle travaille là-dessus, et elle travaille. Et donc c'est là où pour moi ça m'a vraiment passionné. C'est d'un côté un homme et sa fiction, et de l'autre côté cette femme qui cherche la vérité de cet homme en fait. Qui tombe dans le panneau aussi, qui se fait emberlificoter. Ouais, les deux. C'est-à-dire qu'elle montre que alors c'est ce qu'on lui reprochera d'ailleurs, mais je pense que c'est ce qu'on fait tous quand on écrit sur quoi que ce soit en fait. On tombe tous dans le panneau, l'auteur en premier. Ah, donc vous dites que vous êtes quand même un petit peu séduit par Speer ? Je ne suis pas séduit par Speer. Je suis surtout frappé par le fait que c'est nous qui fabriquons les Speer, en fait. Oui. Je suis fasciné par les pouvoirs de la fiction. Comment, en fait, la force d'une vision va s'imposer face à la vérité. Et ça, c'est quelque chose à la fois de dangereux, mais de très humain. Et donc, c'est ça, pour moi, l'une en fait, Hitler et son décorateur en chef... ont su exploiter un désir des Allemands de revanche. Ils ont exploité un désir d'Allemands de revanche, ils ont exploité, je pense, une certaine aussi imaginaire de spectacle, voilà, et ils ont, je pense qu'ils ont exploité aussi notre part malsaine, notre part maléfique. Et vous dites aussi, et ça c'est assez intéressant, parce que ça je n'avais jamais lu nulle part, c'est la première fois qu'il y avait une célébrité de cette dimension-là. Adolf Hitler, c'est la première superstar mondiale. Mais bien sûr. À peu près. Il y a Chaplin aux États-Unis, en Angleterre, mais Hitler, c'est très tôt, en fait. C'est resté, de toute façon, l'homme politique le plus célèbre au monde. C'est-à-dire vous allez au fin fond de l'Indonésie où on connaît Adolf Hitler, on ne sait pas qui est Gandhi, par exemple, ou Napoléon. Mais Hitler, oui. Et donc, il y a ce fait qu'effectivement, et Hitler, notamment, est devenu cette célébrité, d'où les liens, plus tard, avec la pop, en fait. Je suis persuadé qu'en fait, Speer, quand il écrit ses mémoires, on est à la fin des années 60, il lit les journaux. Ce sont des générations qui ouvrent les journaux. Je suis sûr qu'il a vu Brian Jones en uniforme SS, la fameuse, je ne sais plus dans quel tabloïd anglais. Je suis sûr qu'il a su que les Beatles ont voulu mettre Hitler en pochette de Sgt Pepper, qu'il y avait des croix gammées partout dans la jeunesse, qu'il y avait cette espèce de reprise. Donc il s'est dit, je suis de nouveau dans le coup. C'est un homme fasciné par la jeunesse. Non, mais je suis persuadé. Je pense qu'il a vu Les Damnés de Visconti. C'est quand même un film très étrange, Les Damnés de Visconti. Ambigu, quoi, qui a ouvert la boîte de Pandore, en fait. Et Portier de nuit aussi. Et du coup, ça a ouvert la voie à tout ça. Mais il ne faut pas minimiser ça. C'est pas simplement des petites choses. Ça dit quelque chose de la jeunesse, je pense, du romantisme, des voyers, de tout ça. Et on n'en a pas fini. Ça, c'est dans les 60-70, mais moi je parle des années 30. C'était impossible de résister peut-être à l'attraction de la première célébrité politique mondiale. Oui, il y avait ça. Les gens n'étaient pas préparés. Aujourd'hui, on l'est. Aujourd'hui, on marche... Enfin, quoique, regardez certains tyrans ou populistes, enfin, voilà. Et l'aura qu'ils ont dans nos démocraties. Mais enfin, on est informé de tout ça. À l'époque, non. À l'époque, on n'avait jamais vu ça. On l'avait jamais vu ça. Et c'est là où l'époque actuelle est peut-être plus dangereuse. C'est qu'à l'époque, on l'avait jamais vu à ce point-là. On n'avait jamais vu un tel, par le pouvoir mécanique de reproduction des images. Aujourd'hui, on le sait, et malgré tout, on continue encore à tomber dans le pamoil, et on est fasciné par des figures quand même qui sont, sont ambiguës et maléfiques. Nous allons faire, pour conclure, le célèbre jeu Devine tes citations. Jean-Noël, je vais vous lire des phrases de vous dans tous vos livres, et vous devez me dire dans lequel vous avez écrit ceci. D'accord. J'indique que tout mon argent est rigoureusement dépensé dans la fréquentation des lieux de prostitution et des prostituées, que jamais je ne donnerai le moindre de ces centimes à aucune association caritative. La Fleur du Capital ? Fleur du Capital 2015. Vous n'avez pas honte d'avoir écrit ça ? À l'époque, non. Et maintenant non plus. Bon, c'était un personnage imaginaire, c'était ça la réponse. Oui, et puis je l'ai entendu. Autre phrase.
Tout est cycle, soit même cycle dans d'autres cycles, des ensembles circulaires tournoyant indéfiniment jusqu'à l'infiniment grand ou petit, une comédie, une tragédie, la fantaisie des déesses et des dieux. Ça, je pense que c'est un des livres qui me pose le plus de problèmes, c'est L'Opium du ciel, je Oui, crois. L'Opium du ciel 2017. Ouais. Pourquoi il vous pose des problèmes? Il est trop hybride, j'aurais dû faire que le drone ou que le chantier archéologique. Alors j'explique, le héros du livre, c'est un drone nommé Jérusalem. Oui, qui tourne autour de la... Donc voilà. Vous fumiez beaucoup à l'époque, peut-être? Non, mais c'était ce qu'on appelle le deuxième roman, quoi. Oui, mais c'est votre seul roman de science-fiction. Alors que c'est quelque chose que je lis énormément. Mais peut-être que celui-ci, Vous êtes l'amour malheureux du Führer, c'est un livre de science-fiction. Moi, je pense. C'est un livre de science-fiction historique. D'accord. Oui. Très bien. Et c'est tellement incroyable que ça ait existé. Une dernière phrase de vous. Il évolue dans le rêve concret de sa réussite auprès d'un des êtres les plus puissants au monde. Il ne parle que d'architecture, d'art, d'urbanisme. Il est d'un autre niveau. La politique ne l'intéresse pas. Il veille à ce que les membres lourdeaux du cercle pensent que la politique ne l'intéresse pas. Ah ben ça, c'est le dernier, celui dont on vient de parler. Vous êtes l'amour malheureux du Führer, 2024. Et où finalement, il faisait semblant de ne pas parler de politique, mais il en faisait énormément. Oui, voilà. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.